Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'information tous les matins du lundi au jeudi sur Radio JM. Nous sommes le lundi 18 septembre et voici les titres de cette édition. Un incendie dans le quartier de Belzins a débuté hier vers 20h. Le feu a été déclaré au rez-de-chaussée d'un immeuble de 4 étages situé au 1 rue Nationale dans le 1er arrondissement de Marseille. Tous les habitants ont été évacués par 50 marins-pompiers dépêchés sur place. Un important périmètre de sécurité a été constitué hier soir par les forces de l'ordre. Selon la Provence, l'incendie est en passe d'être maîtrisé. Nous n'avons pas plus d'informations ce matin sur la situation. 5000 policiers et 1000 agents de sécurité, c'est le dispositif exceptionnel prévu par la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri. C'est le dispositif prévu pour la venue du pape François vendredi et samedi. À cela s'ajoute une bulle de protection aérienne du jamais vu à Marseille pour la première venue du pape sur le sol français dans le cadre des rencontres méditerranéennes. Rencontres qui ont démarré samedi avec succès. Nous questionnerons la préfète mercredi soir lors des vœux du consistoire. Elle assistera comme chaque année à la cérémonie à la grande synagogue Breteuil. La grève des taxis menace la venue du pape vendredi et samedi prochain. Les chauffeurs protestent contre le projet de loi de forfaitisation des courses entre l'aéroport et le centre-ville. L'intersyndicale promet une action d'ampleur pour interpeller le président Emmanuel Macron le jour même de la venue du souverain pontife. Le petit-fils de l'illustre auteur et académicien Marcel Pagnol ne décolère pas plusieurs mois après la polémique autour de la destitution de son équipe au château de la Busine par la ville de Marseille. Nicolas Pagnol l'a annoncé lors d'une conférence de presse en fin de semaine. L'œuvre de Marcel Pagnol ne sera plus accessible dans les lieux culturels marseillais. La ville a interdiction d'exploiter l'image du célèbre écrivain. Écoutez Nicolas Pagnol au micro de Magali Barthès. Je ne peux pas décemment laisser l'œuvre de mon grand-père entre les mains de personnes qui l'ont injurié, diffamé, qui ont sali son œuvre, qui ont diffamé la famille Pagnol et moi-même. Donc je vois pas dans quelle mesure ces gens-là pourraient se servir de l'œuvre de mon grand-père. Et vous annoncez déposer plainte contre le maire et 5 de ses adjoints. Oui, tout à fait. Je dépose plainte dans un premier temps pour injure publique et diffamation envers Benoît Payan, Jean-Marc Coppola, je crois qu'il y a Roch, Théo Chalandé. Oui, il a été dit des choses absolument scandaleuses tant dans les médias qu'en conseil municipal. Et je peux pas laisser passer ça. Les joueurs du 15 de France et leur staff sont arrivés hier soir pour 15 jours à Aix-en-Provence. Ils sont installés dans l'établissement 5 étoiles Renaissance dans le centre-ville d'Aix. Pour pouvoir accueillir les stars de cette Coupe du Monde, l'hôtel a rallongé ses lits de 30 cm pour les grands gaillards de l'équipe de France. On rappelle qu'ils jouent leur 3e match ce jeudi à 21h au Vélodrome face à la Namibie. L'Olympique de Marseille n'a pas saisi l'opportunité de se hisser en haut du classement. Les hommes de Marcelino ont concédé un match nul, 0-0 contre le FC Toulouse hier au Vélodrome. L'OM est 3e au classement derrière Monaco et Brest, mais devant Nice et le PSG de Mbappé. Après ce week-end où vous avez dû consommer énormément de miel pour Rosh Hashanah, sachez que le Fonds social juif unifié produit son propre miel en plein cœur de Marseille. Miel offert pour les cédères solidaires et vendu aux enchères lors du grand gala du FSJU en mars prochain. La déléguée régionale Elsa Charbit nous en parle au micro de Magali Barthès. Le FSJU a sur le toit de son immeuble, cet immeuble que tout le monde connaît, qui abrite les principales associations juives, 2 ruches qui produisent du miel, 20 kilos de miel chaque année. Et donc c'est la première année où véritablement on va avoir notre propre miel qu'on va pouvoir distribuer, un miel 100% local. On a la chance ici d'être entouré de collines, entre autres toute la colline de Notre-Dame de la Garde qui est très arborée. Donc le miel, croyez-moi, je l'ai goûté, il est délicieux. Ma recommandation du jour est le spectacle de Gad Elmaleh ce soir. L'humoriste fête ses 30 ans de scène en reprenant son spectacle sans tambour, accompagné d'un groupe de chanteurs de gospel et de musiciens. C'est à 21h sur la chaîne C-Star. Et on finit par la météo pluvieuse aujourd'hui et des températures élevées, 24 degrés ce matin et jusqu'à 26 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Votre rendez-vous politique, c'est tout à l'heure à 13h sur Radio JM. Elsa Charbit reçoit le député Didier Parakian, fraîchement nommé depuis la nomination de Sabrina Agresti-Roubache au gouvernement. C'est tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal, le nouveau magazine d'information L'Instant Mag de Magali Barthès. Elle reçoit ce
matin un invité de marque, le grand rabbin de France, Chaim Corsia, pour évoquer une question essentielle. Qu'est-ce que le courage ? C'est le thème de réflexion de personnalités diverses dans le 2e numéro de la Nef, la nouvelle équipe française, une revue qui avait accueilli après la guerre de grandes plumes de notre République comme Pierre Mendès France. À tout de suite avec Chaim Corsia, l'un des auteurs de ce numéro. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin. Qu'est-ce que le courage ? Le thème est toujours d'actualité et c'est le sujet de la revue littéraire La Nouvelle Équipe Française, parue au mois de juin aux éditions Ramsay. Une revue qui avait été créée par Lucie Faure et Robert Aron au lendemain de la Libération. Et pour en parler, nous sommes avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia, l'un des auteurs de ce livre. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour. À travers cette nouvelle édition de la Nouvelle Équipe Française, le psychanalyste Rodolphe Oppenheimer poursuit l'œuvre de sa grand-mère qui souhaitait, dans sa première revue, la première éditée après la guerre, réunir des personnalités aux convictions diverses dans le droit fil des valeurs républicaines. Oui, cette revue était un des pôles historiques, j'allais dire, de la reconstruction. Il faut penser un temps où des revues, je pense à par exemple Max-Paul Fouché, Camus, étaient très présents dans des revues à la croisée de la réflexion, de la poésie, une forme de réinvention du futur, alors qu'on est au fond de l'abîme. C'est un peu comme dans les psaumes, oui, des profondeurs, je t'invoque Seigneur. Et par exemple, je ne sais pas si vous savez que le Chambon-sur-Lignon, où dans ce village et sur le plateau, des milliers de personnes vont être recueillies pendant la guerre, cachées par l'ensemble de la population. Bien entendu, le pasteur Trocmé, mais l'ensemble de la population. Là-bas, va se créer ce qu'on appelle l'école des prophètes, où des gens comme Georges Lévite vont ou Jules Isaac même va passer là-bas, vont penser déjà le réveil du judaïsme après la guerre. Ils sont dans le néant et pourtant ils envisagent le futur. Eh bien, la Nouvelle Française, cette revue vue par Lucie Faure et bien sûr par Edgar Faure, qui est son époux, avait cet objectif aussi pour l'ensemble de la société. La reprendre, c'est réinvestir le champ de l'espérance, le champ de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire on fait sortir les gens de leur silo de pensée pour les mettre à réfléchir ensemble. Alors c'est vrai que le thème du courage me paraissait opportun parce que je trouve que rien ne se fait sans courage. Et il faut préciser que Lucie Faure, née Meyer, était juive. Alors il existe autant de déclinaisons du courage par-delà les époques et les civilisations. Et comment ne pas avoir une pensée émue pour les rescapés de la Shoah et pour les résistants dont les témoignages figurent dans ce livre ? Oui, c'est un kaléidoscope de vision de ce qu'est le courage. On a parlé du courage des survivants, mais le courage de celles et ceux qui ont avancé vers la mort en comprenant ce qui se passait, pour celles et ceux qui comprenaient, mais qui sont restés humains, dignes, alors que l'objectif, plus et au-delà de les tuer, l'objectif des nazis était de les déshumaniser, de les nier absolument. Et eux sont restés humains jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous allez, par exemple, à Auschwitz, dans le pavillon israélien qui est bouleversant, quand on est accueilli dans le pavillon israélien, il y a une chanson qui est Ani Ma'amin, je crois. Et c'était de se dire que ces gens vont à la mort et malgré tout ils croient, Be'emuna Shelema, avec une foi totale, complète, dans la vie du Messie. Comme si les aléas les plus terrifiants que le monde leur oppose dans leur humanité, matin, midi et soir, s'astreindre à un rendez-vous avec Dieu, dans la prière. Le courage, c'est un des livres du grand rabbin Guggenheim, le père de l'actuel grand rabbin de Paris. Ce grand rabbin a écrit un livre qui s'appelle Le judaïsme au quotidien. En fait, qu'est-ce que le judaïsme ? C'est une forme d'héroïsme au quotidien. Je sais que ce serait plus simple de manger pas cachère. Je sais que ce serait plus simple de travailler Shabbat. Mais s'astreindre à faire l'effort de manger cachère, s'astreindre à faire l'effort de respecter Shabbat, s'astreindre à faire l'effort de respecter les fêtes juives, de ne pas aller travailler le jour de Kippour, de Rosh Hashanah, à Sukkot, quand les enchaînements sont assez réguliers, et il faut expliquer ça à son entourage, à son entreprise.
ce courage de l'affirmation d'un judaïsme dans un monde qui n'est pas tellement favorable, eh bien c'est aussi ce courage simple des hommes et des femmes qui ont garanti la pérennité du peuple juif. Quand on parle des grandes batailles, il y a les grandes batailles qui font des récits épiques, des contes et légendes des batailles du monde, et puis il y a les grandes batailles qu'on gagne au quotidien, juste pour affirmer qui nous sommes. Alors le thème du courage est un vaste sujet et tous ces textes de la nouvelle équipe française en sont l'illustration. Certains ont-ils retenu votre attention? Écoutez, je crois que tous les textes, vous avez probablement lu, la diagonale forcément tous les textes, mais on a envie, moi j'ai eu envie de rentrer dans ces histoires, parce que c'est rassurant sur le fait que on n'est pas obligé d'être Achille ou Hector pour manifester du courage. On peut être simplement ce que nous sommes, celui ou celle que nous sommes, pour avoir le courage de s'engager. Il y a un livre bouleversant que je vous suggère de lire, qui s'appelle Celui qui disait non. C'est l'histoire de August Landmesser. Alors, qui est August Landmesser? C'est un nazi, tout ce qu'il y a de nazi, qui est très connu, sauf que personne ne connaît son nom. C'est le 12 juillet 1936 sur le port de Hambourg, et vous avez l'inauguration d'un bateau allemand, donc nazi, qui s'appelle le Horst Wessel. Il est inauguré, toute la foule fait le salut nazi, sauf une personne qui croise ostensiblement les bras. Une jeune magistrate de la Cour des comptes, qui s'appelle Aline Baldacchino, a fait le choix d'aller chercher qui il était. Elle a retrouvé le procès, les épreuves, tout, à Hambourg. C'est un homme qui s'appelle August Landmesser, qui était nazi un peu comme tout le monde, sauf que il est marié à une juive. Et ses camarades nazis lui disent, il faut que tu dégages ta juive. Il leur répond, mais pas question, je l'aime. Et il va s'abstenir. Vous savez, cette photo, elle est terrible. On voit cet homme croiser les bras, refuser de faire le salut nazi. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a changé dans l'histoire du monde? Et ce courage, à peu près équivalent à ce Chinois qui se met devant les chars et qui bloque à Tiananmen l'avancée de la colonne de chars. Cette capacité à dire non, le courage, il n'y a pas besoin d'un moment extraordinaire. C'est le courage qui rend le moment extraordinaire. Le destin de August Landmesser a été terrifiant. Lui est mort parce qu'il a été envoyé sur le front de l'Est. Sa femme a été déportée, elle est morte. Ils avaient 2 petites filles qui ont été littéralement jetées par la fenêtre. Miraculeusement, elles ont survécu. Elles ont traversé la guerre et elles ont survécu après la guerre. Mais pour moi, cet homme est le symbole du courage. Il est avec les autres et à un moment, il supporte plus, par amour pour sa femme, il supporte plus ce qu'on lui force à faire pour adhérer à l'idéologie commune. Le courage, parfois, c'est juste être capable de dire non. C'est ce que, dans notre conscience nationale, on attribue, par exemple, à De Gaulle. L'homme qui a su dire non. Non à la veulerie de Vichy, non à la façon de courber les chines d'un Laval ou d'un Pétain, non à la négation de ce qu'est la France. Être capable de s'opposer à, c'est une forme extrême de courage. Et si vous regardez bien, c'est probablement le fil rouge qui traverse tous les témoignages de cette revue. Autant de parcours qui peuvent orienter nos vies. Alors nous sommes sur Radio JM et il faut préciser aussi que des personnalités de notre région se sont exprimées dans cette revue. Oui, il y a eu d'autres partenaires. On a eu des partenaires dans toute la France, mais on fait toujours attention à respecter un équilibre géographique. Donc il est légitime que des Marseillais aient pu inscrire quelque chose sur le courage. Voilà. Tout à fait. Et alors nous avons parlé d'Edgar Faure, donc c'est aussi faire référence à cette figure majeure de la politique française qui est indissociable. Lucie Faure est indissociable à Edgar Faure. Edgar Faure auquel son petit-fils Rodolphe Oppenheimer rend hommage chaque année avec le prix de littérature politique Edgar Faure. Oui, c'est un prix important parce que il distingue des ouvrages qui sentent l'air du temps. L'an passé, par exemple, a été distingué un ouvrage d'un préfet qui s'appelle Frédéric Potier. Et l'ouvrage, c'était Poitiers 732. C'est en fait une prise du pouvoir de l'extrême droite en France. Comment en 7 jours tout peut basculer. Et comment finalement, on ne peut pas spolier le livre,
Mais comment c'est parfaitement faisable. Et la connaissance intime des rouages de l'état de l'auteur, Frédéric Potier, nous a fait, j'étais membre du jury à ce moment-là, en tant qu'ancien récipiendaire, et je puis vous assurer que ce livre nous a fait peur au sens que il est tellement réaliste qu'on se dit mais surtout il ne faut pas qu'il le fasse. Donc en fait ce sont des façons d'alerter la société sur des risques potentiels ou sur des dérives. Il y a un livre qui n'a pas eu le prix mais qui aurait pu l'avoir. C'était un livre formidable de Christian Vigouroux sur la société du dédain. Comment le dédain est érigé en politique globale, collective. Mais il y a eu un livre qui m'a beaucoup touché, qui a été récipiendaire du prix spécial Edgar Faure. C'est le livre sur l'aumônerie israélite des armées du rabbin Lévin. Et ce livre est passionnant parce qu'on montre l'engagement des Juifs pour servir la France, pour servir la patrie. Et je pense notamment à par exemple, Edmond Flegg, qui est suisse, parce qu'il est né à Genève, et qui, au moment de la Première Guerre mondiale, s'engage comme tant et tant de Juifs dans la Légion étrangère. Non pas pour dire moi je suis pas français donc je vais pas me mêler de cette histoire. Si, on va dans la Légion étrangère et on s'engage. Et donc cette histoire de l'Israël des armées est une histoire profondément française. Alors, ça sera ma dernière question. Enfin, cela n'a aucun rapport avec la nouvelle équipe française, mais il y a une actualité dense à Marseille, puisque le pape vient dans notre ville les 22 et 23 septembre prochains. Avez-vous prévu de venir le rencontrer? Non, j'ai pas prévu. D'abord parce que il vient samedi, donc pour Shabbat, je vais pas venir en Shabbat. Et puis, je crois que même s'il y a une rencontre avec la communauté juive, ce sera vendredi avant Shabbat, autant que c'est les responsables locaux. Je viens de m'entretenir avec le grand Maouana de cette question, et je pense qu'il faut que ce soit les responsables de la communauté locale qui puissent le rencontrer. Mais c'est très bien que le pape vienne. J'ai rencontré à Rome à plusieurs reprises, et c'est une très belle chose pour Marseille. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin de France, pour cette interview. On souhaite longue vie à cette belle revue. Et pour plus d'informations sur la nouvelle équipe française, n'hésitez pas à consulter le site elnef.fr. Et si vous voulez, vous procurer ce livre. Il est sur commande à la Fnac, Amazon, Cultura et dans de nombreuses librairies. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.